Quand on est malade, la prise de poids, quand on a un souci quelconque, c'est t'as pris du poids, t'es trop grosse. La maladie, c'est compliqué à gérer au quotidien. Surtout quand il y a des médecins qui veulent pas écouter, qui veulent pas entendre. Le problème, il est là. C'est une négligence médicale qui est quand même assez importante. À force de pas nous écouter, on perd de la crédibilité, on perd confiance en nous. Et les médecins médicaux sont-ils un peu conscients de l'impact que ça a sur vous? Bonjour, aujourd'hui nous sommes 7-5. Bienvenue dans notre podcast Assis-toi, on en parle. Aujourd'hui nous avons décidé d'inviter Céline qui va nous parler un petit peu de l'injustice au niveau de santé médicale. Et Céline, on l'a connue depuis Céline dirait 2003, donc de 22 ans. Ouais. On a fait un petit peu l'école ensemble, on a vécu un petit peu dans le même quartier. Dans la même ville plutôt, pardon. Et donc, on va parler du niveau de santé, problématique, l'injustice du niveau de santé, et puis voilà. Donc, je vais laisser Isiaka se présenter, ensuite on va laisser Céline se présenter aussi. Et bonjour Jupiter, merci. Eh ben, écoutez, comme vous savez, moi c'est Chérif, Aïdara, je suis très ravi pour cette entrevue aujourd'hui, parce que pour moi, elle a un goût très particulier. Là, il s'agit d'une amie, Céline, mais plus qu'une amie, je dis c'est une sœur pour moi. Donc, je prends le temps parce que c'est aussi l'occasion pour elle de nous partager son expérience. C'est une personne qui nous est très très chère, qu'on a dans le cœur, et qui est une belle âme, qui est une personne forte de caractère, forte de propositions, et que vous comprendrez pourquoi je dirais que c'est une étoile, parce que elle a une histoire très particulière, très sensible, et elle fait preuve de courage et d'exemplarité sans précédent. Bonjour à toi Céline. Bonjour Isiaka, Jupiter. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors moi c'est Céline, on se connaît depuis très très longtemps maintenant quand même. On va pas dire qu'on est des dinosaures, mais pas loin. Ça c'est vrai. Vous m'avez connue au lycée, donc j'étais malade mais greffée. Donc tout allait pour le mieux, avec des études plutôt classiques. Voilà. Et je suis retombée malade puisque en étant en insuffisance rénale, j'ai perdu mon premier greffon, le greffon de ma maman. Et là aussi, la perte du rein, ça s'est effectué par une négligence médicale qui est quand même assez importante, impressionnante, et puis qui est tout à fait d'actualité. On m'a fait faire des biopsies. Il faut savoir que quand on fait des biopsies à répétition, le rein perd de sa tonicité et qu'on peut perdre le rein. Et puis justement, c'est ce qui m'est arrivé. On ne prend pas au sérieux dans la maladie. Puisque les médecins ont le savoir, vous savez, les médecins ont le savoir. La blouse blanche, on se l'accapare, on a peur de la blouse blanche. Sauf que non, il faut savoir écouter son corps. Il faut savoir écouter. Oui, son corps parle tous les jours. Il y a des moments où on reconnaît la souffrance, on reconnaît quand ça va bien, mais on ne nous écoute pas. Le problème, il est là, c'est qu'à force de ne pas nous écouter, on perd de la crédibilité, on perd confiance en nous, et puis on se rend compte que la maladie, c'est compliqué à gérer au quotidien. Surtout quand il y a des médecins qui veulent pas écouter, qui veulent pas entendre, parce qu'ils ont le savoir, le pouvoir, ils veulent tout, on a toujours tort. Quand on est malade, la prise de poids, de toute façon, quand on a un souci quelconque, c'est t'as pris du poids, t'es trop grosse. Non. Il faut savoir que quand on a une maladie chronique, on a des médicaments, et les médicaments, ça fait grossir, tout simplement. C'est pas parce qu'on mange une chocolatine ou des McDo et à répétition, rien à voir. C'est vraiment les médicaments qui... Mais là aussi, il y a de la maltraitance par rapport à ça. On nous accable sans arrêt. Donc ça, c'était ma première greffe, puis vient une deuxième greffe avec mon frère. Greffe ABO incompatible, donc la greffe ABO incompatible, je suis pas compatible, donc forcément... Le rein n'était pas compatible avec le tien. Ouais, le rein n'était pas compatible, donc j'ai dû faire des échanges plasmatiques, en plus de la dialyse. Donc j'ai eu 90 jours d'échanges plasmatiques, ou tous les jours. Donc tous les jours. Il faut savoir que le corps baisse en température, que j'avais les lèvres bleues, que je tremblais, que par moments mon bras, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, le bras gauche était très malmené, très sollicité. Et là aussi, on doit encaisser la création de fistules, la mise en dialyse, le fait qu'on ne puisse pas boire au quotidien. On doit boire à peu près 50 centilitres d'eau, tout confondu, par jour. Bon, moi, j'en suis incapable parce que je suis potomane.
Potomane, c'est celui qui ne sait pas s'arrêter de boire. Pas d'alcool, mais de l'eau. Voilà. Donc du coup, c'est très compliqué parce que quand on est en dialyse, en dialyse, on peut pas boire comme on veut, on peut pas s'alimenter comme on veut, on peut pas manger comme on veut, on peut pas faire du sport comme on le souhaite parce qu'il faut faire attention à la fistule, il faut tout faire attention. Mais là aussi, il y a une pression du médical constamment. Alors quand on est en dialyse et entre 2 séances, suffit qu'on prenne beaucoup de poids en termes hydriques, je parle. Oh, t'as grossi, t'es grosse, mon Dieu, il faut arrêter de boire. Déjà, la maladie, elle est difficile. Donc en plus, le personnel soignant se permet on le sait tout ça. On nous l'apprend, on nous l'inculque, on le sait. Ça veut pas dire on peut faire tous les jours, on fait tous les jours de notre mieux de toute façon. Mais par contre, on a cette pression incessante. Pas de potassium, pas de phosphore, attention au bicarbonate, attention au sucre, attention au sel, attention à l'eau. À un moment donné, on perd pied. Ouais. On perd pied. Et si on n'arrive pas d'un coup, on se fait malmener. C'est soit on est trop gros, soit on sait pas manger, soit on est toujours accablé de quoi que ce soit. Alors que la maladie, elle est complètement, c'est foudroyant quoi de vivre au quotidien ces choses-là. C'est une vraie injustice. Oui, c'est une injustice parce que on nous apprend ce que c'est la dialyse, on nous malmène notre corps parce que une fistule nécessite une opération. Donc c'est la création d'une fistule, c'est on sectionne une veine pour faire y passer une artère, pour faire avoir de la pression artérielle, pour que lorsqu'on dialyse, la sortie et l'entrée puissent beaucoup épurer le sang. Okay. Voilà. Mais ça, on nous l'explique. Puis c'est dur d'encaisser la perte d'un rein, c'est dur d'encaisser la mise en dialyse, c'est dur d'encaisser les remarques et les réflexions qu'on peut prendre du corps médical. Et tout ça, mélangé, on peut vite partir en dépression. Mais le corps médical, sont-ils un peu conscients de ça, l'impact que ça a sur vous? Certains, oui. D'autres, je pense que c'est tellement automatique chez eux, le geste, qu'ils oublient qu'avant tout, il y a des humains. On n'est pas des robots. Alors déjà, on est traité par des machines, mais si en face de nous, on a une infirmière ou un infirmier qui fait son geste comme un robot, non, on a besoin de contact humain, de bienveillance. Et la bienveillance, elle n'y est plus. Tu penses que c'est du fait des problèmes socio-économiques? Oui, on manque de moyens. On manque cruellement de moyens, on manque de personnel. La première mise en dialyse que j'ai eue, en fait, j'avais un aide-soignant dans l'aile où j'étais soignée. Aujourd'hui, les aides-soignants, on ne sait pas où ils sont pas reconduits, donc ces gens-là, on les a plus. Les infirmiers, ils doivent faire le boulot des médecins, et les médecins, ils se gavent. Voilà, il n'y a pas trop l'aspect social est très très compliqué, mais vraiment très compliqué. Alors que vous avez besoin d'aspect social. Oui. C'est une des parties qui est importante. Oui, parce que c'est dur déjà d'affronter la perte d'un rein. Parce que la perte de rein, quand on dit j'ai perdu mes reins, les gens ne s'imaginent pas à quel degré on fait plus pipi. C'est choquant. On ne fait plus pipi. Donc on garde toutes les toxines en nous. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc j'ai pas été épurée. Et je suis gonflée. Parce que j'ai bu de l'eau, j'ai mangé ce que je devais manger durant le week-end. Vivement demain, pour qu'on m'épure, parce que si je suis gonflée, là je le sens, mes bagues, je sens que c'est dur, les paupières on dirait un charpé, vous voyez, il y a un vrai problème. Mais à travers l'industrie médicale ou de l'hôpital, c'est le même de traitement qui est réservé à tous les patients? Non, on n'est pas trop égaux là-dessus. Non. Et lors de ma première mise en dialyse, non pas que je sois raciste ou quoi, de toutes les manières non, mais une constatation. Un monsieur vient de Bulgarie. En 5 jours, il a eu son appartement, sa carte vitale, les médicaments et prioritaire sur la liste de greffe. C'est pas vrai. Si, en 5 jours. Et son cas, comment c'est possible? Comment tu expliques ça? Je sais pas l'expliquer, je trouve ça injuste, j'arrive pas à expliquer. Parce que moi, j'ai vécu donc la mise en dialyse, j'ai galéré pour avoir l'aide adulte handicapé parce que je n'étais pas au courant puisque j'ai jamais eu besoin d'aide jusqu'à présent. Donc la mise en route de tout ça, mais quand certaines personnes viennent de l'Est, de l'étranger, ils sont pris en charge directement par une assistante sociale et sont prioritaires sur beaucoup de choses. Alors que nous qui résidons en France... Je rappelle que tu es française, quand même, que les gens le sachent. Ouais. Après, je suis française, mais je suis avant tout citoyenne du monde. Je préfère ça, parce que c'est plus juste.
pour moi. Mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et ça, c'est pas normal aujourd'hui qu'on ne soit pas logés à la même enseigne. C'est surprenant parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas aux choses auxquelles on aurait pensé. On peut, tant qu'on n'est pas dans la situation et qu'on se positionne pas dans la position de malade et on ne voit pas, c'est un système caché. Ouais. Il y a des personnes dialysées qui se permettent de pas venir en dialyse, puis parce qu'ils ont décidé que ça peut être moralement, ça peut être aussi pour embêter le monde, pour bousculer. Mais c'est toujours la même catégorie de gens. Toujours les mêmes stéréotypes qu'on aime bien divulguer. Et puis nous, à côté, moi, j'essaie de faire du mieux que je peux. J'essaie vraiment de vivre, de porter ma santé au plus juste pour moi. Par contre, quand je vois ce qui se passe, c'est... Tu as l'occasion d'en parler avec des gens. Comment ça se passe quand Non, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Dans le milieu médical ou dans les... Alors, dans les amis, on en parle et il y en a certains qui sont stupéfaits parce que c'est quand même choquant. Mais dans le médical, Pas possible d'en parler. Non. Moi, j'ai été mal dialysée dans la région où j'habitais auparavant. Donc, pendant une semaine, j'étais dans ma région. J'ai fini grise. Dans le jargon médical et en dialyse, finir grise, ça veut dire que j'avais trop d'eau dans le corps. Donc, je me noyais. Le médecin à Toulouse s'est permis de venir sur mon lit, à côté de moi, au moment où j'ai été branchée, donc au moment où moi j'étais en capacité inférieure, m'a dit alors, Céline, tu te noies? Tu te noies? C'est douloureux. C'est des mots écrits ou... C'est de la méchanceté. Tu te noies. À quel moment on dit ça alors que effectivement j'étais en train de me noyer dans le jargon médical? À quel moment? Au moment où c'est pas quand on m'a débranché qui m'a dit ça. C'est sûr. Non. Ah mais Céline, tu veux te greffer? T'as intérêt à la faire, la fistule. Parce que sinon, tu seras pas greffé comme ça. Je vais pas faire passer ton dossier. Se taire et se taire. Constamment se taire. Non. C'est quand même incroyable ce que tu es en train de nous dire. Oui. Là. Ça, personne ne peut dire quoi que ce soit. Non, parce que on a des enjeux, on va dire, importantes. On a des enjeux importants dans le sens où si on parle trop ou qu'on dit trop les choses, on va nous laisser sur le bord le bas-côté. C'est pas nous qu'on va soigner en premier. Je comprends. Donc en fait, il y a une espèce d'omerta en fait. Oui. Un peu comme une espèce d'échec. C'est de l'injustice, c'est de la maltraitance, c'est de la soumission. Et puis c'est se taire alors qu'on est censé être soigné et que les médecins sermonnent sous Hippocrate. Oui, totalement. Enfin, mais ces médecins, ils manquent de moyens. Oui. Du moins, pas seulement les médecins, mais les personnes hospitalières qui travaillent dans le milieu médical, ils manquent de moyens. Toi, ayant vécu ces injustices-là, quel est le point de réflexion ou des points de réflexion auxquels tu as pensé qui pourraient apporter une solution à d'autres personnes qui nous écoutent, qui passent qui traversent ces moments assez difficiles, des points de réflexion? Je pense que la première des choses, c'est savoir s'entourer, mais aussi de psychologues, parce qu'on a besoin de suivi, parce que c'est quand même surréaliste, mais aussi prendre en charge physiquement, moralement sa santé, ne pas écouter toujours la blouse blanche, aller fouiller aussi d'un point de vue médicamenteux, poser beaucoup de questions parce qu'il y a, encore une fois, il y a pas de questions ridicules. Quand on ne comprend pas, il faut toujours redemander des explications jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment. Parce que c'est aussi conscientiser la maladie, se responsabiliser et avant toute chose, être moins idiot face à ça. On sait de quoi on parle. Et puis, c'est triste à dire, mais on connaît tellement, enfin moi pour ma part, je connais tellement bien ma maladie et les médicaments et les analyses. Je sais lire toutes les analyses qui soient sur le actuellement. Donc du coup, on est au courant. On n'est pas dans un désert, on est au courant et ça, il faut bien conscientiser ça, il faut s'apprivoiser sa maladie, apprivoiser ses analyses, apprivoiser les médicaments, ne pas se laisser faire. Quand on comprend pas, on peut stop, moi j'ai pas compris, c'est quoi ce terme, expliquez-moi, faites-moi un schéma. Moi combien de fois je sortais avec mes schémas et tout, parce que je voulais tout savoir. Maintenant il y a différents types de personnes, il y en a qui veulent pas savoir tout simplement. Mais je pense que pour avancer dans la maladie et pour aider justement le médical, c'est se connaître.
Se connaître soi, c'est très important. Ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Parce qu'on peut fournir des efforts, mais des fois on n'est pas capable de le fournir. Parce que d'un point de vue physique ou moral, on n'y arrive pas, tout simplement. Je comprends. Donc l'entourage. L'entourage, oui, c'est très important. Et on parlait des moyens. Les moyens. Toi moi je te connais bien, je connais ton histoire. Ce qui m'a toujours frappé dans ce que tu me racontes, c'est que nous sommes tes proches. Moi, je me considère un membre de ta famille. Quand on entend ton histoire, on est très ému, on est très touché. Mais je me dis aussi qu'on est dans un pays où peu de gens connaissent ce genre de choses. Peu de gens sont au courant de cette souffrance. Oui. On ne pourrait jamais imaginer qu'au vu du positionnement et le rayonnement que représente la France, mais qu'on a encore des personnes qui traversent ces épreuves-là, qui sont souvent seules. Parce que tu parlais de l'accompagnement psychique, des psychologues, tout ça, de prise en charge, d'accompagnement et le manque de moyens. Qu'est-ce que font les différents organismes, associations, États et autres étatiques pour vous accompagner et donner encore plus d'espoir au-delà de la famille? Pas grand-chose. Parce que malheureusement, les associations, il y en a. Le FNAIR, Rénalou, effectivement, ça c'est les deux gros points. Malheureusement, ils ne sont pas assez médiatisés. Alors moi, je vais vous dire, je fais partie de l'association, je suis une aidante pour une dame qui a le cancer. Donc je fais partie de l'association de Toulouse contre le cancer. Où là, tous les mois, je reçois, et je suis stupéfaite depuis quelques mois, parce que l'association de cancer, de lutte contre le cancer, en fait, font beaucoup de manifestations, sont beaucoup subventionnés. Il y a beaucoup de thérapies paramédicales de mise en place. Mais encore une fois, c'est contre le cancer, pas pour les maladies rénaux. Ah, ouais, donc il y a une vraie nuance. Donc les fonds ne vous parviennent jamais, en fait. Non, disons que c'est moins médiatisé. Donc après, il n'y a rien contre les associations de lutte contre le cancer, mais au contraire, elles se développent et c'est vachement bien parce qu'on voit Moi, je boxe avec grâce à l'association de lutte contre le cancer. C'est l'APA. L'APA, c'est pour aider c'est du sport pour personnalisé pour les personnes malades. Donc moi, je suis aidante d'une dame et je bénéficie de cet accompagnement de boxe. Mais c'est au sein de l'association de la lutte contre le cancer, pas au sein des maladies rénaux. Il y a une vraie... le cancer, il y en a beaucoup pour les perruques, pour le reiki, pour l'ostéopathie, pour l'art-thérapie. Il y a tellement de choses, des marches, du triathlon. Enfin, il y a plein d'organisations autour de la lutte. Par contre, les maladies rénaux, les grands oubliés de France, il n'y en a pas. Là, j'ai vu en 10 ans de temps, puisque mon rein a duré plus de 10 ans, et entre les deux séances, entre les deux moments où j'ai dialysé, il s'est passé à peu près 13 ans. La première année, la dialyse, pour moi, était très compliquée parce que on nous pompait de l'eau, pompait, et puis ça pouvait aller jusqu'à 5 litres pour 4 heures de soins. Ça fait beaucoup. Ça tire sur le corps, ça donne plein d'effets indésirables. Cette fois-ci, on privilégie un peu moins le tirage d'eau dans le corps, mais un peu plus le bien-être du patient. Et encore une fois, il y a 10 ans, on ne pouvait pas faire du pédalier dans le lit, alors que certains centres aujourd'hui proposent de faire 1 heure par séance de pédalier pour nous mettre en mouvement, pour permettre qu'on ne soit pas complètement HS après la séance. Donc, il y a eu une petite avancée. Oui, très bien. Petite, pas suffisante. Parce que malheureusement, on revient toujours à cette association de lutte contre le cancer où c'est très fourni. Mais pas assez derrière là. Mais au niveau des maladies rénaux, ou alors on sait très bien que de plus en plus de gens perdent leur rein parce qu'il y a trop de sel, parce que les plats ultra transformés, parce que les médicaments, parce qu'en France, on est des producteurs de médicaments, on en mange à tous les bobos.
Mal à la tête, Doliprane, mal au ventre, Doliprane, mal ici, Doliprane. Enfin, on est des consommateurs sur place. Mais à côté de ça, les associations, non, on n'est pas aidés, quoi. On n'est pas aidés, on n'est pas sollicités. Si on ne demande pas, on viendra pas vers vous dire voilà, il vous arrive ça, il y a ça à vous proposer, ça et ça. Vous êtes malade, allez en dialyse et puis ressortez comme vous pouvez. C'est tout comme ça, c'est comme ça qu'on le vit, quoi. Pourquoi la maladie des problématiques avec les reins ne sont pas aussi connues que ceux de cancer? Ouais, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, à ton avis? T'as une idée? Oui. Tu peux la partager? Alors, je vais aller loin. C'est-à-dire? Soyez concis, madame. Oui. Vous savez, le cancer, c'est rentable. C'est une maladie rentable. La dialyse, c'est très rentable. Donc il y en a un qui est plus rentable que l'autre? Peut-être. Okay. Après, je connais pas les sources financières, mais par contre, en dialyse, c'est sympa. 3 fois par semaine, quand on est bien, 3 fois par semaine, ça coûte cher une dialyse. Ouais. Puis quand on a un médecin qui prend 60 € juste pour signer une feuille, il y a un vrai problème là-dessus aussi. Non, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, nous, on aborde la thématique sur l'angle de l'injustice. Quand on t'écoute parler, on sent vraiment que il y a eu des choses qui ont été faites. Oui. Mais il y a des choses qui doivent être améliorées, il y a des choses qui pourraient être faites différemment, totalement. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement à travers ces injustices qu'il y a, c'est que pour toi aujourd'hui, comment nous, en tant qu'amis, membres de la famille proche et les téléspectateurs qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent derrière, qui sont chez eux, seuls, qui sont peut-être parfois dans la même situation que toi, ou qui ont des amis similaires, famille, amis, proches. Comment nous, notre contribution peut apporter à faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance déjà, meilleure communication, et puis pour aussi vous aider à rendre, en tout cas, réduire cet écart d'injustice. Comment nous, on pourrait y contribuer, nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, le fait de demander. Okay. Céline, t'es arrivé ça, mais explique-nous, on n'a pas compris. Parce que les gens, quand on perd les reins, ils s'imaginent pas que derrière, il y a une machine. C'est ce qui nous maintient en vie. Surtout, il faut libérer la parole. C'est-à-dire que la maladie rénale, ça peut toucher n'importe qui. À partir du moment où on surconsomme du sel et des plats transformés, et si on fait pas attention à notre tension artérielle, il y a beaucoup de facteurs. Okay. Mais rien que de venir vers nous en nous disant c'est quoi la maladie rénale? Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Le cancer, c'est médiatisé, donc on sait. Parce que c'est quand même, il y a les jonquilles, il y a les blouses roses, il y a plein d'organismes, il y a plein de choses, plein d'assauts. Par contre, les reins, non. Les reins, c'est le deuxième moteur de la vie. Si on n'a pas de reins, on n'a pas de vie. Le cancer, c'est simple, le cancer, c'est plus facile que la maladie rénale. Parce que le cancer, c'est soit la chimio, elle fonctionne et on peut se dire que la vie peut être un peu plus douce, soit on passe de l'autre côté. En dialyse, c'est pas ça. En dialyse, c'est tous les jours. On a l'épée Damoclès. Et lorsqu'on est greffé rénal, on a des anti-rejets hyper lourds, mais hyper lourds. Et on s'imagine pas à quel point on est surveillé comme le lait sur le feu. Ah oui. On s'imagine pas tout ce qu'il y a comme protocole. On s'imagine pas l'arrière des corps, quoi. On s'imagine pas. Par contre, d'en parler, de libérer la parole et de laisser parler les patients qui... alors on souffre pas toujours en dialyse, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est juste... il faudrait que ce soit juste temporaire. On attend le décès de quelqu'un qui veuille bien nous donner un rein. Alors que tout le monde est capable de donner un rein, ça ne tue pas les gens. Moi, ma maman, ça fait presque 30 ans qu'elle m'a donné son rein. Et elle vit très bien avec un seul rein. Il faudrait aussi libérer les examens. Les examens, c'est bien, mais à un moment donné, il faut agir et aller plus vite. Mais pour aller plus vite, il faut du personnel. Et là, le personnel, il faut appeler Bercy. C'est une formation de combien de temps? Comment? Est-ce qu'il y a une spécialité pour la formation? La formation de... Une spécialité, parce qu'il manque de personnel, donc oui. Du coup, il y a des personnes il faut oui, il faut former des infirmiers au sein de la dialyse, au sein des greffes, parce qu'il y a l'unité de transplantation d'organes. Là, c'est les 8 premiers jours qu'on passe en unité, qu'on est ultra surveillé. Donc, effectivement, on a besoin de plus de personnel.
infirmiers, de plus de personnel aide-soignant, de plus de médecins qui soient indulgents et tolérants, et humains surtout, humains. On a besoin d'humanité parce que la maladie rénale, c'est tout sauf humain. On perd nos reins, on va dans des services où on nous pique tous les 2 jours avec des aiguilles d'un autre temps, oui, avec des biseaux très lourds. C'est pas une prise de sang, c'est pas un porte-à-4, c'est vraiment des aiguilles, là, de la haute couture quand même. Et ça, pendant 4 heures, on l'a dans notre bras 3 fois par semaine. On ne bouge pas, on a des baisses de température parce que quand le sang sort de la machine, de notre corps, rentre dans une machine, on perd en température et puis il faut voir le potassium, le phosphore, le bicarbonate. Enfin, il y a tout un paramètre à... Alors après, on est pro dans beaucoup de choses. On est pro même dans des termes techniques, on devient pro. Mais il faut qu'on informe les gens. Il faut informer les gens que les reins, c'est vital. Si on ne prend pas attention aux reins, à nos propres reins, on peut les perdre. Et on perd la vie. Par exemple, on m'a expliqué, si j'en avais marre de la dialyse, que je voulais arrêter parce que je n'en pouvais plus, ça peut arriver, et c'est déjà arrivé dans bon nombre de patients, on tient 8 jours sans dialyse. 8 jours. Et c'est la fin, quoi. Oui. 8 jours. Quelqu'un t'a déjà expliqué ça? Oui, on nous l'a expliqué pour bien qu'on conscientise la gravité de la chose. Et il faut qu'on se tienne... Caro, pour faire les respecter, quoi. C'est une coup de pression. Ben, c'est un coup de pression, puis si on se dit, s'il n'y a pas la machine, on meurt. Donc c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de remise en question, c'est quelque chose qu'on nous informe pas, c'est des choses auxquelles... Moi, j'ai été mise 2 fois en urgence en dialyse. J'avais pas de fistule. La fistule, c'est le paradis pour les gens dialysés. Il y a des gens comme moi qui ont maintenu jusqu'au moment où j'allais faire un coma. Donc, on me met un cathéter de Canot qu'on me met dans la jugulaire qui descend jusqu'au cœur et ça, il y a deux tuyaux qui sortent pour que je puisse dialyser. C'est un vrai traumatisme, ça. Quand on sait pas, on nous charcute la peau. Alors, on a un champ, mais on sent tirer la peau. C'est très dur de vivre tous ces paramètres-là. Je pense. Ouais. Et du coup, les gens qui viennent à ma rencontre et qui me disent « Explique-moi, viens, je vais t'expliquer. » Disons que mon rôle à moi est de sensibiliser l'autre en face de moi. Parce que aujourd'hui, moi, je suis malade rénale, d'accord, mais si vous ne faites pas attention, ce sera vous à ma place. En même temps que moi. On va limiter quand même. Un cancer, ça vient. On l'a tous en nous et des fois, une maladie rénale, on peut faire attention. Pour l'éviter. Oui. Pas manger trop de sel, pas trop de sucre, pas de produits transformés ou industriels. Voilà. Un peu de sport. Mais il faut libérer cette parole. Parce que c'est grave. Et il faut être écouté et entendu. Et puis moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de transmettre ce que je sais. Pas de punir ou de casser les stéréotypes des médecins. Non, de transmettre parce que c'est une maladie grave. Alors on voit beaucoup de personnes âgées parce qu'effectivement quand on arrive plus vieux, les reins sont un peu détériorés durant le circuit de la... Mais quand on voit des jeunes, ça fait mal au cœur parce que ces jeunes, toute leur vie, ils vont être amputés de leurs reins, amputés de leur vie, amputés tout court. À pas boire 50 centilitres d'eau par jour, tout confondu, avec le café, le thé, les soupes, les légumes. Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui de boire seulement 50 centilitres, tout confondu, pendant une période inconnue, parce que vous n'avez pas de rein? Je n'ose même pas imaginer. Honnêtement, je n'ose même pas imaginer. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de l'effort qu'on fournit. Et justement, pour en revenir aux soignants, c'est tellement robotisé leurs gestes. On est des humains dans le lit, avant tout. Et on fait ça... c'est comme un carreleur, il a l'habitude de carreler, donc il fait plus attention, il sait faire. Mais c'est que du carrelage. Un infirmier, c'est un patient humain qu'il a en face de lui. Donc si un jour le patient n'arrive pas à se contrôler et il boit 2,5 litres d'eau dans la journée, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est qu'il n'y arrive pas. C'est pas de mauvaise volonté, c'est juste que c'est pas naturel. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Oui, parce que on est robotisé. On est robotisé maintenant. Et sachant que vous ne pouvez même pas vous exprimer à ce sujet. Oui. On peut dire, oui, c'est dur. Le médecin dit, oui, mais vous voulez ça ou mourir?
C'est facile cette parole-là. Ah, c'est ce qu'il vous dit. Vous voulez ça, sinon c'est mourir. Enfin, vous comprenez. Devant le fait accompli. Enfin, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est ça ou mourir. Parce que si on mange un carreau de chocolat de trop, on fait un arrêt cardiaque, trop de potassium. Bon, on l'élimine pas le potassium vu qu'on fait plus pipi. Et les bananes, les belles bananes, moi je les regarde, je les touche pas. Le fruit le plus riche en potassium. Donc si je veux faire un arrêt cardiaque, j'en mange une. C'est pas le but. Non. Mais c'est ce qu'on nous explique. Même au sein des régimes alimentaires, des restrictions, on nous dit ça va te faire mourir si tu en manges trop. Ça, c'est le phosphore. Le phosphore. Ah, le phosphore. En fait, on a comme des grains de sable qui sortent dans notre dos ou sur les jambes parce qu'il y a trop de phosphore. Et bien, c'est simple, c'est les laitages et les viandes. Et on se nourrit de quoi, du coup? Et oui. Surtout, ça va être un coût financier. Parce que si il y a une tonne de restrictions alimentaires, ça veut dire que ce qui vous reste à manger, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire peut-être potentiellement c'est plus cher aussi, non? Alors, pas forcément plus cher, mais par contre, on prend des produits de qualité et ça a un coût. Ouais, produits bio et tout ça. Oui. Et dans ce cas-là, c'est parce que là, on parle de l'injustice, en plus, non seulement sur l'aspect psychique de la chose, mais il y a aussi l'injustice financièrement qui va se trouver là-dessus. Et comment, est-ce que là aussi vous êtes accompagné assez? Il y a un accompagnement non plus? Non. Alors, il y a des diététiciennes, bien évidemment, qui nous disent il faut faire ça, pas ça. Mais le côté humain, il n'y est pas. Ça veut dire que si, par exemple, tu avais envie de manger une banane, mais que tu sais que tu ne peux pas la manger, est-ce que les diététiciennes sont là pour vous dire, voilà, tu peux le compenser par un autre type de produit? Alors, la banane, par exemple, si je veux la manger, je la mange en dialyse. Parce que c'est contrôlé. Okay. Que quand je la mange, le potassium est de suite parti dans la dialyse. Ok, éliminé. Okay. Voilà, il n'est pas resté dans le corps. Quoi. Voilà. Okay. Mais autrement, quand tu es chez toi, parce que toi, tu as ta vie, tu décides, par exemple, tu veux faire autre chose, est-ce que tu as un suivi avec une diététicienne qui t'accompagne? Alors moi, je mets en place de moi-même. Ça vient pas de l'équipe où je suis. C'est de moi-même. J'ai un psychologue, une psychologue. Que tu prends en charge, toi? Oui, oui. Une coach en nutrition. Okay. Pour pas prendre de poids et au contraire essayer de stabiliser et de perdre. Okay. J'ai en charge également une salle de sport adaptée à mes besoins, qui coûte une blinde parce que faire du crossfit, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Ouais. Mais ces activités-là, est-ce que elles peuvent être prises en charge par un organisme? Non. Ça n'existe pas. Non. Alors il y a par rapport à l'intermédiaire de l'association de lutte contre le cancer, j'ai le droit de faire de la boxe où je ne paye pas, c'est l'association qui prend en charge. Okay. Mais ça vient pas de l'association des reins, mais la lutte contre le cancer. Donc ça veut dire que tout ce que toi tu es en train de dépenser par toi-même pour essayer de accompagner et améliorer ta santé au mieux, ces choses ne peuvent pas être prises par ton équipe qui t'accompagne? Non. Pas du tout. Non. Et il n'existe pas non plus de levier pour pouvoir accéder à quelconque autre financement. Pas à ce jour en tout cas. Non. Alors je peux me faire accompagner au sein de l'équipe, mais pour moi je juge que c'est pas suffisant. C'est incroyable. Hein? C'est pas suffisant. On est quand même au 21e siècle. Hein? Oui. Et on est en France. Hein? Mais c'est pas suffisant. Alors oui, il y a une équipe de diététiciennes, il y a une équipe de psychologues, il y a une équipe... Oui, il y a une équipe. Mais elles sont overbookées, puis au lieu de... Moi, je vais chez mon psychologue, moi, je vais chez mon psychologue, c'est 1 heure. Okay. 1 heure. Donc, parce que toi, tu payes, il t'accorde 1 heure. Mais si tu passes par le système de... C'est 1 demi-heure et elle regarde la montre et il faut pas dépasser. Et tu n'es même pas sûr de l'avoir tout le temps. C'est ça. Voilà, donc à un moment donné, on se dit, autant se prendre en charge, ça coûte des sous, tant pis, mais au moins, je fais ce qui est juste et bon pour mon corps et mon esprit. Mais ça a un coût, parce qu'il faut pas se leurrer, quand on est en dialyse, on peut pas travailler. Donc on n'a pas de salaire de notre employeur. On bénéficie des aides de l'État réservées par la MDPH. Okay. Mais ça relève de 900 € par mois. Qui peut vivre On est en dessous du seuil de pauvreté, nous, en soins. Wow. 900 €. Même, non. Qui peut vivre aujourd'hui avec 900 €? Mais c'est pas possible. Ça veut dire que si des personnes qui sont en difficulté déjà, émotionnellement, difficulté santé, puisque c'est un stress permanent, en plus, doit avoir le stress financier aussi derrière, parce que si t'as pas la famille derrière toi, t'as pas des amis, des proches qui peuvent te soutenir financièrement,
Ben, dans ce cas, vu que tu peux travailler, t'es livré. Oui. J'ai les 2 pieds et les mains liés. Je vais vous expliquer ma petite anecdote de la semaine dernière. J'ai dû renouveler mon dossier MDPH. Donc, je me suis fait accompagner d'une élue de ma petite ville. Parce que quand on fait la dialyse, on n'a pas toutes les neurones qui vont bien, on n'est pas bien alimenté sur la fin de dialyse en oxygène. Donc, moi, j'ai peur de faire des erreurs, donc je me suis fait aider. Question que le dossier demandait, j'ai été humiliée. Elle m'a dit « Et votre projet professionnel ?» Mais je n'ai pas de projet professionnel puisque je suis malade. Je ne peux pas travailler puisque le néphrologue ne veut pas que je travaille. Et c'est normal, j'ai des soins qui sont drastiques. Donc je ne peux pas. Elle ne savait pas ça? Non. C'était pas marqué dans ton dossier? Non. Donc elle m'a posé la question, et alors quels sont vos objectifs pour travailler? Je n'en ai pas. Ah oui, mais alors financièrement, comment vous faites? Ben, il y a une aide adulte handicapé dont je détiens. Voilà. Oui, donc du coup, vous percevez un salaire. Non, alors un salaire en France, c'est quand même plus de 1 300 € au minimum. Oui, c'est ça. Moi, je suis à 906 €. On fait comment? C'est surprenant quand même, une personne qui décide de te recevoir n'a pas pris le temps ni la peine de lire ton dossier. Et pourtant, elle a accès. Et elle te pose une question dont pertinemment la réponse est quand même néant. Avez-vous des perspectives de retravailler un jour? Non, parce que j'arrive quand même à la 2e greffe qui se termine. Je vais avoir une 3e greffe. La première, j'aurais pu travailler, je faisais mes études. La seconde, c'était interdiction parce que c'était une greffe ABE incompatible avec des traitements, mais vraiment très lourds. J'arrive à la 3e greffe où je vais devoir encore plus prendre soin de cette greffe-là, puisque mon corps a été abîmé par les traitements, par les chirurgies, par tout un tas de médicaments. Donc je n'ai aucune perspective de reprendre un jour un travail. Ma vie, elle est fichue, entre guillemets. Pas fichue dans le sens moral, mais dans le sens du terme. Professionnellement, je n'ai pas d'avenir. Et si je me permets, parce que pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que tu es quand même diplômée. Oui. Tu as fait des études. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est simple. Je suis arrivée en 5e. Je suis tombée malade. Les médecins, avec la maladie que j'ai, ont été surpris que je sois arrivée en 5e. Mais j'ai 2 parents qui me bougeaient, qui me secouaient vraiment par rapport à la santé, par rapport aux études. Non, il faut que tu fasses des études. Ok, t'es malade. Non, on va t'aider dans la maladie, mais dans tes études, il faut que tu y sois. J'ai poussé. Donc, j'ai fait un BEP secrétariat parce qu'ils voulaient de moi qu'à cette brique-là. Puisque, quand on n'est pas forcément bon dans les études, puisque moi, j'étais très moyenne dans mes études. Mais comme beaucoup nombre de gens, milliers de gens. Bien évidemment. Mais on classe les gens, c'est-à-dire que, allez, t'as 12, tu vas aller en BEP, c'est bien BEP, de quoi tu te plains? Donc, j'ai fait un BEP secrétariat, puis une première adaptation dans le commerce, et puis j'ai eu un bac STT, c'est ça? STG maintenant, STG maintenant. Donc, commerce et administration. Très bien. Puis je me suis pas laissée démolir, je suis partie à l'université. Et là, j'ai excellé, 5 fois major de promo. J'ai une double licence psycho et sociaux, puis un master psychologie, développement de l'enfant. Je suis retombée malade au moment où j'ai été diplômée en Master 2, mais j'ai été sollicitée par René Descartes à Paris pour faire une recherche, un doctorat de recherche en psychologie. J'ai été démarchée également par Montpellier et Bordeaux. Mais j'ai une question, si tu me permets. Après toutes ces entreprises reconnues, renommées à l'international, parce qu'on parle quand même des grandes structures, conscient que tu as été détecté, tu es retombé malade, ils ne t'ont pas proposé de solution, d'accompagnement? Non. J'ai fait moi-même une demande lors de mes études, comment ça s'appelle, le temps imparti, une demande de tiers-temps. Oui. Ça m'a été accordé par rapport à à la maladie que j'ai, mais seulement ça. Il n'y a pas de mise en place de quoi que ce soit. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, pour qu'on résume bien, tu as tes diplômes, tu as des sociétés qui t'appellent pour t'embaucher, pour te donner du travail, tu retombes malade. Et c'est fini pour moi.
C'est fini. C'est incroyable. Et à côté de ça, j'ai fait des études. Tu as fait des belles études. Oui, j'ai fait des belles études, mais j'ai fait des études aussi un peu paramédicales. J'ai fait de la réflexologie plantaire qui m'ont coûté les yeux de la tête parce que c'est payant ces écoles. J'ai fait également du Reiki, de la sonothérapie, de la lithothérapie. J'ai fait tout un tas de choses, des massages aussi. Pendant 1 mois et demi, je suis partie me former en école avec tout type de massage, thaïlandais, suédois, californien. Et avec tous ces diplômes, ces connaissances, oui, je ne peux pas exercer aujourd'hui parce que je suis en invalidité à plus de 80%. Mais je vais dire encore mieux. Je suis en invalidité à un taux supérieur à 80%, donc je bénéficie de la carte européenne de stationnement. Mais quand on me voit physiquement, ça se voit pas. Mais qu'est-ce que je prends dans la vie de tous les jours? Je me gare. Ah, encore une handicapée comme moi. Alors moi, je veux bien le filer, mon handicap. Hein. Moi, je veux bien tout donner. Hein. C'est pas vrai. Si. Combien de fois? Ça veut dire qu'il y a des personnes... Écoutez, si vous nous écoutez, parce que là c'est très intéressant, les gens attendent à ce que ton handicap soit physique. Oui, c'est-à-dire que si on n'est pas en fauteuil roulant, on n'est pas handicapé en France. Ouais, c'est la discrimination par rapport à son handicap. Ouais. Injustice sociale, injustice financière, injustice médicale. Et en plus, injustice professionnelle alors que tu es diplômé. Et le meilleur de tout ça, c'est que quand même tu sors alors que tu es reconnu, on te fait des blagues. Oui. Oui. Dernièrement, je suis allée récupérer mon dossier MDPH pour refaire, parce que tous les 10 ans, ça se revalorise. Ok. Je me présente dans ce lieu pour retirer mon dossier. Ah! Oui, vous n'avez pas l'air d'être handicapé, vous, hein, quand même. Ça se voit, hein. À l'accueil. Oui, à l'accueil du centre social. C'est pas vrai. Si, mais ça va au-delà. Mais c'est pas fini. Donc le monsieur tape. Si, madame est en invalidité, parce qu'en fait, le handicap, par moment, me paralyse le bras droit parce que la fistule me fait mal. Et parfois, je peux pas bouger le bras parce que ce sont des douleurs. Donc, je demande à faire revaloriser mon dossier, mais surtout à ce que je puisse bénéficier de temps en temps une aide à domicile. Très bien. Pour me soulager. Très bien. Pour ça, il faut monter un dossier parce que nous sommes en France, il faut toujours des dossiers. Et toujours expliquer et argumenter. Et donc, je suis venue dans ce but-là pour cette aide à domicile. Et cette dame m'a dit très naturellement « Ah, encore une qui demande des aides de l'État français alors qu'elle n'a rien à demander, qui profite du système français. » C'est pas possible. Je profite du système français. Donc, pour elle, t'étais quoi alors? Je ne sais pas. C'est triste. Ouais, c'est triste parce qu'aujourd'hui, les gens dans le social c'est désarmant en fait. Qu'est-ce que tu réponds à ça en fait? Je réponds plus. Je lui ai dit qu'elle se rappellerait longtemps de mon nom si elle passait du côté malade de la barrière. Que tôt ou tard, elle finirait par savoir que c'est pas bien ce qu'elle a dit. Je peux plus répondre à ça parce que je sais plus quoi argumenter, parce que si on ose la voix, on est discriminant, on discrimine. Enfin, on peut plus dialoguer. En France, on peut plus dialoguer. Si cette personne, elle est derrière la caméra, qu'elle se reconnaît, je rappelle qu'il n'y a pas d'animosité. Mais le but de cet exercice, très honnêtement, c'est libérer la parole. J'espère qu'elle en tiendra connaissance et conscience que ce sont des propos, quand bien même c'est sous forme de rigolade, ça n'a pas lieu d'être. Parce que la maladie n'est pas toujours visible, mais elle est réelle. Et les souffrances ne sont pas toujours visibles, mais elles sont psychiques. Oui. Mais elles sont physiques aussi. On perd pied, on tombe dans les pommes. On peut pas... Il y a des moments où... c'est tout bête, avant je lisais. Depuis la mise en dialyse, je n'arrive plus à lire. Je suis pas concentrée, je n'arrive plus à me concentrer et je perds le sens des... Au quotidien, ça se fait, oui. ça te le fait ça au quotidien aussi. Alors j'ai repris un livre, je regarde la couverture, je commence à lire. Derrière la couverture, je me rappelle plus de la phrase que j'ai lue précédemment. Parce que justement, les traitements sont tellement lourds. Comme le néphrologue m'a expliqué, en fin de séance de dialyse, notre cerveau n'est pas bien oxygéné. Parce qu'on a tiré de l'eau. Pour éliminer totalement. Ouais. Donc du coup, j'ai plus trop de facultés. Donc il y a des moments, oui, on perd pied. On se dit, mais
Attends, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça. Il y a des moments, en fait, quand j'ai des informations importantes, j'appelle mes parents ou mon frère pour lui dire de suite ce que j'ai retenu, parce que je sais que je vais l'oublier. Je vais dire, j'ai dit quoi, je m'en rappelle plus. Donc je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de me répéter en cas, parce que je perds des fois la mémoire. Et c'est-à-dire que là, c'est en dialyse, mais attention, le jour de la greffe, ça va être du sport aussi. Le jour de la greffe, ça va être du sport. Encore un exemple que j'ai vécu il y a 15 jours. J'étais à la salle de sport, CrossFit et tout, et puis ils étaient en train de bavarder. Je me suis immiscée dans la discussion parce que j'aime bien. Et Et puis Edouard, un sportif tout foufou, et qui disait au coach, oh là là, j'ai le muscle iliaque. Vous voyez où c'est le muscle iliaque? J'ai dit, mais moi j'ai dit oui, moi je vois bien ce que c'est le muscle iliaque. Il me dit, oh il fait mal. Je dis, te plains pas, il fait pas mal. Il faut que tu fasses des étirements, il faut que tu fasses du gainage. Mais comment tu sais ça, toi? Alors, il faut savoir que moi, je me suis fait couper les iliaques plus de 5 fois. Et que je suis revenue au top de ma forme. C'est-à-dire que, il y a la dialyse pour nous maintenir. Le jour où c'est la greffe, c'est le jour où il faut y aller. Et le jour où il faut pas attendre le jour où il faut y aller, c'est-à-dire que il faut faire du sport avant, pour se muscler, pour se gainer. Pourquoi? Parce que quand on nous coupe, les muscles, oui, ils repoussent et il faut regainer par-dessus, mais ça va demander beaucoup d'efforts, mais c'est surtout pour éviter l'épanchement, la descente d'organes. Oui. Mais ça, on nous explique pas. Il y a que quand on est au sein du service qu'on nous dit « tu t'es musclé ». Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Oui. Alors moi, je muscle depuis toujours, puisque j'ai toujours fait du sport. Et je reviens constamment dans la course parce que au bout de 5 fois qu'on m'ait coupé les abdos, le muscle iliaque, enfin le tendon, on sait. Mais les gens n'ont pas conscience que quand on perd un rein, les 2 reins, et qu'on doit mettre, c'est au niveau plus proche de la vessie, donc c'est dans la fosse iliaque qu'on met le rein, le greffon. Donc on coupe les muscles. Et constamment, on doit réapprendre à manger, réapprendre à boire, réapprendre à faire pipi, réapprendre à se muscler et à avoir confiance en nous. En plus de ça, il faut éliminer les médicaments et il faut surtout ne pas contrarier le médical en face de nous, le médecin en face de nous. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on doit faire? En fait, c'est un cycle infernal. C'est pour ça qu'il faut informer, parce que c'est trop important. Et oui, il faut sensibiliser et manger sainement de ce qu'on peut. Après, il faut faire avec les moyens qu'on a, mais il faut se faire accompagner et être indulgent face à l'autre. Il faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Alors oui, il y a l'intelligence artificielle, les machins, tout ça, mais il faut pas oublier d'où on vient. On est des êtres humains, on a des émotions, on a des sentiments, on a des moments de faiblesse, on a tout ça. Il faut pas l'oublier. Et on a tendance à l'oublier. C'est comme scolairement. Un enfant, on le laisse même plus être enfant. Il faut déjà qu'il soit presque un adulte. Il faut, un patient, il faut le temps qu'il intègre la maladie, l'acceptation, le changement du corps et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'une fois greffé, la course, les anti-rejets sont très lourds. Et les corticoïdes, on en parle des corticoïdes qui font les dédoublements des personnalités que personne dit. Parce que nous, on en prend, c'est des grammes entiers qu'on prend pour tenir tout ça. Mais ça, c'est évacué, c'est même pas ça prend du temps. C'est évacué, si, quand on est greffé, généralement. Pour certains, comme moi, ça prend de suite la greffe et tant mieux. Donc ça veut dire que ça va être éliminé très rapidement, mais pas totalement, parce que la dialyse fait pas tout. Donc il faudra 1 an avant qu'on se remette convenablement. En tout cas, ma chère Céline, le sujet est assez intense. Mais en tout cas, merci franchement d'avoir partagé avec nous et c'est pas fini. Ces problématiques. Parce que je pense que les gens commencent quand même à se reconnaître quand même un petit peu. Oui, je pense. Surtout au niveau médical, où c'est une zone où on ne sait pas ce qui se passe. Mais ça va loin le médical. Un truc tout bête pour la mise en dialyse, même le taxi VSL. Moi, on m'a dit, non Céline, tu vas pas dans cette dialyse parce que t'es pas rentable pour moi, je pourrais pas te prendre. Mais c'est plus proche de chez moi. Ça me fatiguera moins. Oui, mais je suis pas rentable pour lui. Le taxi. Oui. Ouais. Alors, le taxi. Oui. Alors qu'il est pris en charge. Après, c'est le système. C'est le système. Donc, je vais devoir faire plus de kilomètres pour que ce soit rentable pour lui. Ouais. Parce que c'est une entreprise, je veux dire. Ça va loin. Et les VSL... Je comprends mieux d'où maintenant tu parlais de l'histoire du business. C'est du business, la santé. Ouais. C'est du très gros business. Et on oublie l'humain dans tout ça. Parce que même les VSL aujourd'hui,
les véhicules sanitaires légers, prennent plus qu'un seul patient. Ils en prennent 3. Alors ça peut être une personne en cancérologie, l'autre en oncologie, l'autre qui est greffée, puis l'autre qui est dialysée, tout ça dans le même taxi, parce que sinon c'est pas rentable. Alors que les pathologies, on ne les mélange pas. Mais le système de santé veut que maintenant on mélange tout, parce que c'est pas rentable. Il faut de la rentabilité. Donc c'est un business. Le médical, c'est un business. C'est violent. Extrêmement violent. Franchement, vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que tu es pétillante et que tu as un super pouvoir. Parce que depuis que moi je te connais, et ça date de plus de 20 ans, Dieu seul sait que nous avons traversé des chemins, je suis très admiratif parce que ton parcours pour moi aujourd'hui, j'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui savent déjà, peut-être tant mieux pour eux, ceux qui ne le savent pas, au moins ils auront appris quelque chose. Et puis ceux qui sont dans la même situation ou similaire, en tout cas, j'espère que ça va leur donner de la force, qu'ils sauront qu'ils ne sont pas tout seuls et que nous, on partage quand même une grosse pensée pour eux. Et moi, j'admire ta personne, ta personnalité et la confiance qu'il y a en toi de oser parler. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui adore, qui s'intéresse à tout, qui est ouvert d'esprit, qui est cultivé, qui est source d'énergie positive, constante. Et le fait de te recevoir aujourd'hui, de prendre cette liberté de partager à des millions de gens ce que tu es en train de vivre et ce que tu vis, pour moi, c'est la preuve de l'exemplarité. C'est même ce que j'ai dit, c'est-à-dire tu es une force de la vie, tu es une force de la nature. Et j'espère vraiment du fond du cœur que tout ce que tu nous dis là, les décisionnaires, les pouvoirs politiques, les pouvoirs associatifs, les gens, monsieur, madame, comme tout le monde, comme nous, auront un autre regard sur la maladie, sur cette injustice. Je ne suis pas sûr qu'on changera le monde aujourd'hui, mais j'espère qu'on y contribuera, en tout cas, à la rendre meilleure, sincèrement. Parce que merci du fond du cœur, merci pour tout. Merci. Et pour tout ce que nous pouvons faire pour toi, n'hésite pas. En tout cas, merci à tous. J'espère qu'on vous aura appris énormément de choses sur le monde médical et les problématiques qui font face aux patients. Je pense qu'aussi les agents médicaux aussi ont leurs problématiques qui peuvent même peut-être du fait du système. Et je pense que ce serait bien d'avoir aussi un retour de leur part pour qu'ils partagent parce que peut-être ils ont des pressions aux chiffres, au business et tout ça. Mais en tout cas, merci encore Céline de nous avoir visité. On va te laisser le mot de la fin, comme tu es notre invité aujourd'hui. Voilà. Comme ça, tu vas conclure en beauté. Merci on va laisser à les vous. gens un petit peu sur une autre histoire. Merci beaucoup de m'avoir reçu et continuons de libérer cette parole qui est très importante. On est avant tout des humains et avec des émotions et des sentiments. Oui. Donc chacun doit faire sa part de travail et tout le monde est capable. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'avoir un sourire, un mot gentil, une parole gentille, une main tendue ou un dîner entre amis, un dîner en famille. Mais soyez dans l'humilité et dans l'écoute de l'autre. Voilà. Merci. Soyez indulgents. Merci et au prochain épisode. Et merci à vous. Merci, Sylvie. À bientôt. À bientôt.